Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Aujourd'hui, nous allons parler avortement et ses difficiles avancées. Pour ce faire, je suis très heureuse de recevoir Sylvie Losberg. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque, mais également présidente du comité éthique du Conseil francophone des femmes de Belgique. Sylvie, est-ce vrai, toutes les 9 minutes, une femme décède dans le monde suite à un avortement clandestin et dangereux, 30 à 40 000 par an, si mes chiffres sont bons, 25 millions d'avortements non sécurisés, ça fait 45% environ des avortements au total. C'est un droit fondamental, le droit à l'IVG, de la femme à disposer de son corps. Et pourtant, on pense qu'en Belgique, tout est bon, tout est réglé. Enfin, je parle du grand public, mais pas tant que ça, en fait. Quelles sont les avancées, vous qui êtes historienne de formation, quelles sont les avancées que nous avons pu concrètement, qui nous ont aidés, et aussi les impasses, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? C'est très simple. En Belgique, il y a 3 grandes dates jusqu'à présent. 1867, code pénal, interdiction totale. 1990, loi de dépénalisation partielle. Donc, jusqu'à 12 semaines de grossesse, mais avec toutes sortes de conditions qui sont très humiliantes ou infériorisantes pour les femmes. Et puis, depuis 2015-2016, des propositions de loi qui veulent améliorer les conditions d'accès, mais une loi de 2018 qui, finalement, vient cadenasser le débat au Parlement. Un débat qui devrait revenir maintenant, nous verrons. J'allais dire, ça fait quand même, chaque année, j'ai l'impression, c'est un grand combat de la laïcité que nous portons, mais on a l'impression qu'on en parle tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps ? Parce qu'en fait, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, ce qui bloque, c'est qu'au lieu que ce soit un dossier qui relève de la santé des femmes et de leur droit à s'autodéterminer, qui sont des droits fondamentaux, en Belgique, c'est un dossier qui est uniquement vu sous l'angle politique. C'est-à-dire qu'on a des partis qui sont opposés aux droits des femmes, et particulièrement au droit à l'avortement, pour des raisons religieuses, idéologiques. L'extrême droite, par exemple, est contre, les partis chrétiens sont contre. Mais même s'il y a des avancées dans les programmes, on voit que la formation des gouvernements, et c'est le cas maintenant, eh bien, finalement, elle est conditionnée à la mise au frigo, je dirais même maintenant quasiment la mise à la poubelle de ce dossier. On ne veut pas en parler parce que ça froisse certains. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que les femmes, ce n'est pas seulement qu'elles sont froissées, c'est qu'elles sont maltraitées, en Belgique aussi, parce qu'on les envoie en Hollande quand elles ont dépassé le délai, et que ça donne aussi l'occasion à ceux qui sont contre ce droit, et il y en a beaucoup dans les hôpitaux, etc., eh bien, de maltraiter les femmes, même quand elles sont dans les conditions légales. La pénalisation, c'est dire aux femmes, vous êtes fautives, et dire aux autres, elles sont fautives, vous pouvez y aller. Il y a une dizaine de jours, on l'a vu, il y a eu une manifestation et puis une action en accord avec Amnesty International d'ailleurs. C'est dire, Amnesty qui défend toujours les causes difficiles et lourdes, c'est pris de cette question-là avec un bus qui circulait dans Bruxelles parce que des femmes vont en Belgique encore avorter, prennent le bus pour aller en Hollande avorter. Elles ne prennent pas le bus parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de bus. C'était les bus dans les années, je dirais avant 75, puisque entre 75 et 90, les médecins faisaient des avortements sécurisés en planning, même si c'était totalement illégal. Alors c'est très bien qu'Amnesty nous ait rejoints, mais il faut se rappeler que jusqu'en 2018, Amnesty ne voulait pas non plus prendre position sur ce sujet délicat. Alors que c'est vrai que pour le mouvement laïque, c'est un combat que nous menons depuis, je dirais, même avant la Seconde Guerre mondiale, avec la lutte pour la contraception et évidemment la lutte pour le droit à l'avortement à partir des années 60, quand on a eu cette méthode qui permet de le faire en sorte de planning. Alors il y a des lois restrictives, donc l'avortement est autorisé mais sous condition. Ces lois restrictives, est-ce qu'elles font baisser les interruptions volontaires de grossesse ou pas ? Alors c'est l'inverse. Dans les pays où les lois sont très restrictives, il y a davantage d'avortements et bien entendu des avortements très dangereux pour les femmes. Et c'est un peu difficile à comprendre, mais en fait quand on est dans un pays où on peut parler de sexualité, de contraception, où on connaît la loi, où on sait finalement aussi comment on tombe enceinte, à quel moment, l'ovulation, etc., finalement, on est beaucoup plus informé et donc on est beaucoup plus conscient de ce qui se passe en nous. Et donc, les femmes avortent moins et en tout cas, elles avortent beaucoup plus tôt dans la grossesse si elles doivent avorter. Donc, on voit bien que la politique actuelle est une politique qui pénalise, qui sanctionne, qui aggrave la situation et qui fait fi de la volonté de la santé des femmes. On m'a dit aussi qu'en Flandre, parfois, des manifestants bloquent l'accès à certains plannings.
ça a été le cas à Gand. Hein, donc on avait des oiseaux qui venaient à genoux devant le planning. Alors, le planning a dû fermer. Pas parce qu'ils avaient peur de ces hommes, voilà, mais parce que les femmes ne voulaient plus y aller. À chaque fois qu'elles arrivaient, les femmes qui arrivaient, elles se faisaient haranguer. Et donc cette pression-là, en fait, on la tolère. Et on la tolère à différents niveaux, sans jamais tenir compte du fait qu'à l'égard des femmes, c'est une violence. Il y a aussi quelques jours, s'est tenu un colloque organisé par la FIAPAC, la Fédération internationale des associés professionnels d'avortement, parce qu'effectivement, c'est quand même un tout aussi. Ça touche beaucoup de services, en tout cas de travailleurs de terrain aussi, et de domaines, notamment dans l'information. Ce FIAPAC est international parce que vous désirez allier les forces, pas uniquement européennes. Alors, la FIAPAC, c'est une fédération de praticiens. Et donc, si vous voulez, tous les 2 ans, on se réunit dans différentes villes d'Europe. Donc, cette année, c'est en Belgique, à la VUB. C'est très important parce que c'est un échange de bonnes pratiques. C'est aussi un échange d'informations. Sur la contraception aussi, parce qu'en fait, l'idée, c'est de créer un débat autour de comment est-ce qu'on permet aux personnes de gérer mieux la fertilité, la famille qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Alors, c'est très médical d'un côté, mais malgré tout, les délégations viennent de tous les pays. Je me souviens d'une fois, on avait la Russie. Bon, maintenant, je ne sais pas si ce sera à cause de la guerre, mais c'était très intéressant d'entendre comment les gens se débrouillaient sur le terrain dans un pays où l'avortement était libre et gratuit. Parce que sous le régime communiste, c'était libre et gratuit. Ce n'était pas forcément bienveillant, mais enfin bon, voilà. Donc on voit aussi qu'en fonction des politiques, des régimes politiques, eh bien, les femmes sont toujours un peu une variable d'ajustement par rapport à ce dossier de l'avortement. C'est aussi, comment dire, un indicateur de l'état de santé de nos démocraties. Absolument. Parce qu'en fait, ce que l'on voit, bon, l'Europe a voté récemment une résolution pour que l'accès à l'avortement soit considéré comme un droit à la santé et à l'intégrité physique et psychique des femmes. Bon, ça tombe un peu sous le sens. Il vaut mieux le dire et le redire. Et il a fallu quand même batailler pour qu'à l'Europe, ce soit voté. Il y a aussi une initiative citoyenne européenne qu'il faut absolument signer. Si on a 1 million de signatures en Europe, le dossier pourra venir au Parlement. Et ça, c'est évidemment indispensable de garantir dans l'ensemble de l'Europe un droit, un accès, parce que les femmes maintenant, elles sont obligées de traverser les frontières comme les femmes belges qui vont en Hollande. Oui, donc l'Europe est utile. Elle pourrait l'être. Auparavant, on nous disait toujours, oui, mais la santé, c'est du ressort des États-nations. Et nous, on dit oui, mais il y a quand même des guidelines, il y a des droits fondamentaux, et l'Europe doit les garantir au-delà de ses politiques nationales. Et on voit qu'elle a quand même parfois laissé faire en Hongrie, en Pologne, à Malte aussi d'ailleurs. L'Europe, jusqu'à présent, n'a pas été très active sur ce dossier, mais il semble que c'est en train de changer. Elle pourrait aussi contrer les anti-choix. On va y revenir dans quelques minutes, Sylvie Losberg, pour cette organisation européenne. Mais d'abord, un point, justement, vous venez de citer des pays. Où est-ce qu'on en est en Europe? Quels sont les pays les plus mal lotis, j'ai envie de dire, par rapport à l'interruption volontaire de grossesse? Le pays le plus mal loti, c'est Malte. L'avortement est totalement interdit et Malte, dans le traité d'admission à l'Europe en 2004, a obtenu que jamais l'Europe ne ferait pression sur Malte pour qu'il y ait un accès médical à l'avortement. Donc ça, c'est vraiment le pays le plus mal loti. Après, on a un reportage. Vous êtes allé en reportage? Oui, effectivement. Oui. On se rejoint sur ce plateau juste après pour parler d'autres pays. On vous rejoint à Malte il y a quelques mois. Malta still ranks relatively high, 14 pregnancies. Just about a few years ago, we even had an 11-year-old that was pregnant, 14-year-olds that are pregnant, 16-year-olds with their second child, 20-year-olds with their second, third child. As soon as that child is pregnant, she is no longer seen as a child. You know, it's like her rights stop to exist because now she is a mother. So we have to look at her like she is an adult, like she's a grown woman with grown responsibilities. I can understand why they would worry, you know? I mean, you're taking an illegal medication that has come through the mail. You don't know whether it's going to be intercepted at any stage along the way. And if it is intercepted, you know you risk
prison. I mean, it's a major risk. Women aren't sure if their own GP is pro-choice or not, or if they will help them or not. Because, you know, if there are complications, any doctor should feel that they have to help the woman. I think it's legal. They are afraid that if they speak out again, they will be reported. So they're not even having the support of their own GP. Forced pregnancy, that's what it is. Yes, it's We're forcing women to continue their pregnancy till its end, and then we don't care what happens afterwards. I mean, if you don't want it, just give it up for adoption, which doesn't make sense at all, but that's the mantra here. Yes. They have to travel, there's no choice. UK, Spain, Netherlands, I think. Netherlands, Italy, of course. Italy is a problem because they have a lot of conscientious objectors as well. But, and unfortunately I'm hearing more and more about this, there are, especially in Sicily, a number of illegal clinics, or illegal, yes, illegal. They will just carry out abortions, and not terribly safe, for a lot of money, of course. So this is dangerous, this is dangerous. We're exporting our problems. So we might want the European Union to say, listen, is it right that you are exporting your problems to us? Why don't you fix your own laws? Voilà ces témoignages que vous avez recueillis à Malte il y a quelques mois, Sylvie Losberg. On le voit, on l'entend. Le problème aussi, ce sont ces médecins qui sont effrayés d'être dénoncés, arrêtés, et puis d'autres qui utilisent leur clause de conscience pour ne pas avoir de problème. Ce sont des pays encore à la tradition patriarcale, religieuse très importante, Malte. Et puis vous allez nous parler de la Pologne et d'autres pays de ces contrées-là. Oui, mais c'est une alliance entre les religions et des politiques de droite, sinon d'extrême droite. Donc on voit bien que cette pression ne fait qu'augmenter. On entend très bien dans ce que disent les docteurs for choice, qui sont des femmes courageuses, parce que franchement, faire ça à Malte, et Lara aussi, qui a les avocats pour le droit au choix à l'avortement, c'est que les femmes doivent trouver des expédients. Celles qui ont de l'argent, elles vont en Sicile. Mais on a des gamines de 11-12 ans qui sont enceintes et qui sont obligées d'accoucher. Donc des grossesses forcées, c'est une terrible violence à l'égard d'enfants. Et il n'y a personne qui bouge, en fait. Et donc ce qu'on voit aussi, c'est que quand les femmes veulent un enfant et que la grossesse se passe mal, eh bien, on les laisse mourir. Et c'est comme ça que finalement, à Malte, ils ont un petit peu modifié la loi pour protéger, entre guillemets, les médecins, parce qu'une touriste américaine a failli mourir à La Valette et qu'on a dû l'exfiltrer par hélicoptère. Les médecins ne voulaient pas interrompre la grossesse alors qu'elle allait mourir avec le fœtus qui n'était plus viable non plus. Ça veut dire que complications médicales, on ne peut pas. Viol, on ne peut pas. Non, à Malte, c'est totalement interdit. Totalement interdit. Oui. In any case, comme elle dit, ça veut dire. Et donc c'est pour ça qu'au fond, ce qu'on voit, si l'Europe tolère ça au sein de l'Union, comment faire alors pour faire pression sur la Pologne, la Roumanie, la Hongrie ? Qui disent, nous aussi, on permet l'avortement en cas de viol, et voilà. Oui, en tout cas, en Pologne, jusqu'il y a peu, c'était totalement interdit, sauf en cas de viol et d'inceste. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en 18 mois, il y a 6 mamans, qui sont mortes à l'hôpital sous les yeux des médecins, qui n'ont pas voulu intervenir. Donc on en est à un paroxysme d'une cruauté sans nom, avec des médecins qui ne respectent pas le serment d'Hippocrate, pour des raisons politiques. Ce n'est que politique. Et c'est scandaleux. On l'a eu aussi en Roumanie, une jeune femme qui est décédée. Maintenant, j'ai vu aux États-Unis cette semaine, également une jeune maman qui a déjà un petit garçon. Elle est morte à l'hôpital. Ils n'ont pas voulu intervenir aux États-Unis. Donc vous voyez qu'en fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu d'un autre âge. Chez nous, Willy Perse qui... Voilà. On laissait mourir les femmes en Belgique aussi, avec les avortements clandestins. Voilà, donc malheureusement, l'Europe est loin. Petit témoignage en Pologne aussi, et puis on revient sur ce plateau, parce que la situation est assez catastrophique en Pologne aussi, vous venez de le dire. À tout de suite.
stop to kill women, stop to deprive them of their health, stop of the threat for women, stop of making them just a subject, not a human being, because we are not in fully citizens of the country. This is the kind of institutional violence and discrimination of women because they can't decide freely about their fertility, about how many when have children. Polish women are afraid to be pregnant right now. We receive many phones from women that I will never be pregnant in this country, I'm afraid. And tragedy, not only of women, but the whole families. Because sometimes women, when they discover that the pregnancy is difficult and the fetus will be soon dead or will give birth to a dead baby, she's not able to speak to us. So her partner or husband tell us, my wife is sitting looking in the ceiling. We have 2 children. She does nothing. She doesn't eat. She doesn't go to work. It's a real tragedy. From time to time, she cries like an animal, like a white animal. What we can do? How could you help us? Sylvie Losberg, vous avez une brochure dans les mains. Je voulais aussi vous emmener en Roumanie. On va d'abord en Roumanie ou vous me parlez de la brochure? Pour vous dire que, voilà, ça, on a tourné il y a quelques mois ici à Bruxelles avec Justina qui est venue de Pologne. Et en août dernier, la Pologne a, sous l'impulsion du gouvernement, donné des instructions aux médecins pour qu'ils utilisent la loi, mais le plus largement possible, pour ne plus que ces femmes meurent en hôpital. Et donc, au fond, ce qui est important avec cette brochure, c'est de voir que chaque année, on dénote dans tous les pays européens des modifications, parfois des avancées et souvent des reculs malheureusement. Et donc, c'est vraiment important de monitorer ça. Ça nous permet d'avoir au fond une vision très claire de ce qui se passe dans les pays voisins pour aussi les personnes qui vivent chez nous. Nous avons évidemment à Bruxelles des personnes de tous les pays européens. Et donc à Bruxelles, elles sont plutôt bien accueillies. Mais ce qu'on voit, c'est que les pays comme la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, mais ça se passe aussi dans des pays comme la Grèce ou en Espagne avec le parti Vox qui essaye de revenir sur les lois. En fait, c'est vraiment important de visibiliser tout ça parce que la majorité de la population ne sait pas ce qui se passe. Les femmes elles-mêmes ne sont pas tellement au courant. Donc comment est-ce que vous voulez qu'on fasse bouger les choses si on ne sait pas de quoi on parle? Visibilisation alors en Roumanie où je vous propose d'entendre ce dernier témoignage. We are living in a country in which we don't have access to sex education, we don't have access to contraceptive methods, even for vulnerable groups, and we don't have action pretty much to any type of prevention. So the state at this moment, a government that was not interested at all in sexual and reproductive rights until now, is forcing the women in Romania to become mothers by force. Even if you are getting an abortion, the chances of that to becoming a situation of obstetrical violence is pretty high. We had beneficiaries that fainted on the operation table because the doctor did not use enough anesthesia. We had a situation a few months ago in which a woman died because she was in need of a therapeutical abortion, which by law a doctor should not refuse, but after 7 hours of waiting in a hospital, she died. In 2019, another woman died during an abortion, and the deaths of those women, it's still not enough for the Romanian government to open a discussion with the civil society that since '89 is fighting for the right to have an abortion. It's a combination between the lack of representation of women in political and decision-making posts, of course the pressure from the church, and not only the Orthodox Church, but the other neo-Protestant churches, it can be felt, because lots of these anti-abortion NGOs are connecting to the church. The church is doing a lot of efforts actually to fight against abortion and our right to choose. And unfortunately, there are lots of misinformation. They are opening helplines for women that are facing unwanted pregnancies, but when you are calling, they are going to tell you that you are going to die, not be able to have children anymore, and so on.
Un point qu'on n'a pas encore abordé, Sylvie Losberg, retour sur ce plateau avec vous, c'est la violence obstétricale dont parlait cette jeune fille. Est-ce que chez nous aussi, on doit déplorer ces violences-là? Alors, malheureusement, oui. La première violence, c'est d'obliger une femme à porter une grossesse à terme. Donc, toutes celles qui ne peuvent pas aller en Hollande, c'est une violence. C'est une violence de les envoyer en Hollande parce qu'elles le disent, on est comme des criminels, il faut payer, il faut courir là-bas, ça prend du temps, il faut être accompagné et on est vraiment dans une situation d'urgence où de stress. Oui, C'est un stress énorme évidemment. Hein. Mais ce qu'on découvre maintenant, à l'aune finalement des colloques et des rencontres que nous menons au Centre d'action laïque depuis 15 ans maintenant, il faut bien le dire que c'est long, eh bien nous avons fait un colloque ici au mois de septembre, le 16 septembre, sur le lien entre les IVG dans les délais légaux en Belgique et les violences. Écoutez, pourtant je travaille depuis très longtemps sur ce sujet et je suis superviseuse en planning, donc je connais les équipes. Les témoignages qui nous reviennent sont glaçants. En 2021, en 2023, en 2011, vous avez des témoignages de filles à qui on fait peur, on fait mal, on leur place des stérilés sans leur demander leur avis, on ne leur laisse pas choisir la méthode de l'avortement, on fait de la mésinformation dans les hôpitaux en disant vous allez devenir stérile, au fond comme disait la Roumaine, c'est-à-dire on crée un climat de terreur pour ces femmes, alors qu'en fait, c'est très simple un avortement. C'est beaucoup moins dangereux qu'une grossesse et qu'un accouchement. Donc c'est vraiment... Quand c'est fait dans les bonnes conditions et bien sûr. En hôpitaux, évidemment. Et chez nous, c'est fait dans de bonnes conditions. Malheureusement, on doit déplorer des soignants ou des accueillants, parfois dans des hôpitaux, qui ne donnent pas d'antidouleur parce qu'ils estiment qu'elle a qu'à souffrir un peu, ou « ah ben non, il n'y a pas de lit pour vous, c'est pour les vrais malades ». Donc il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, il y a des actes sans consentement. Franchement, il y a quand même un gros boulot à faire. Mais pourquoi? C'est comme si c'était un choix de confort, en fait, d'avorter. Je n'ai pas envie de cet enfant. Éthiquement, en fait, qu'est-ce qui saisit on vient le de loin, personnel? on vient de loin. Jusqu'en 2018, c'était encore un délit pénal, excusé avec toutes sortes de conditions. Et donc, le message de la nation, c'est... Vous faites une faute, vous risquez une peine de prison si vous ne respectez pas les conditions. C'est encore dans la loi hein, pour les femmes en Belgique, hein, peine de prison. Et en fait, ce qu'on dit, c'est à tous ceux qui sont contre, allez-y à cœur joie, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, elles sont fautives. Et donc, chacun y va un peu de sa façon de gérer, de juger ou de maltraiter les femmes. C'est un scandale, hein. C'est vraiment un scandale. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir ce dossier sur le plan pénal parce que on n'a rien, on n'a pas d'instrument pour dire à ces personnes ce que vous faites, c'est illégal et vous n'avez pas le droit de maltraiter les femmes dans les structures de soins, les hôpitaux. D'ailleurs, l'information et la mésinformation, comme vous le dites, est vraiment prégnante. Et le gouvernement n'informe pas suffisamment. Le gouvernement n'informe pas. On demande un site internet officiel parce qu'on a aussi des mésinformations dans les trams et les bus, des faux sites internet, des gens qui induisent les femmes en erreur. Pas de site officiel du gouvernement. Mais par contre, quand vous allez sur le site Santé publique, pour trouver les informations sur l'avortement, vous devez aller dans l'onglet, vous êtes bien assise, hein, début et fin de vie. C'est là que ça se trouve l'information. Oui. Quelle femme qui va avorter et qui cherche une information sur le site Santé publique va aller dans début et fin de vie. Ça ne va pas, ça. Hein. Donc, on a fait aussi un travail sur la maternité. Donc, c'était un colloque qu'on a fait l'an passé, grossesse et maternité. C'est la société civile qui doit s'en occuper, finalement. Avec le Conseil des femmes, avec toutes les associations. Franchement, on a des vraies militantes en Belgique, parce que c'est souvent des femmes. On a aussi des militants, on a aussi des hommes avec nous, heureusement. Mais il faut vraiment qu'on travaille à l'information. Et nous, on le fait depuis des années. La première brochure sur le droit à l'avortement en Belgique, l'état des lieux, c'était en 2013. Et nous sommes en 2024. Donc, à un moment donné, il faut que les politiciens arrêtent de se ficher de la tête des gens. Hein. Il faut voter. Et malheureusement, ce qu'on a entendu ces dernières semaines, c'est que les propositions sont là, la majorité parlementaire est là, mais les partis qui voudraient former un gouvernement vont empêcher tout vote. C'est un scandale démocratique. D'ailleurs, vous avez tellement de brochures que... Ben oui. Mais oui, celle-là, 12 semaines, par exemple, parce que nous pouvons l'avoir à l'écran. C'est important, cette information-là. Et alors aussi, dans le reportage, l'une disait, on n'a même pas d'informations sur la sexualité, l'amour. Heureusement, en Belgique, nous avons l'éducation à la vie relationnelle affective. Vous avez vu le bazar avec les brasses. Oui, voilà. Il y a eu aussi incendies dans les écoles. Oui, parce qu'en fait, toute l'information, c'est un ensemble d'informations. Ils ont molesté les parlementaires. Hein. La ministre
a dû être escorté jusqu'au Parlement parce qu'on allait voter le décret pour 4 heures d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle sur 12 années d'enseignement obligatoire, 4 heures, et on a droit à ça. Et en fait, si vous voulez, le gouvernement, au lieu de mettre fin à ce genre de pratique, en faisant des manœuvres dilatoires comme c'est en train de se passer maintenant, ils encouragent ces gens à attaquer les droits des femmes, à attaquer les parlementaires qui les défendent, mais c'est aussi les droits des enfants. Parce que vous savez, on l'a vu pour Malte, mais vous croyez que chez nous, il n'y a pas d'inceste? Vous croyez qu'il n'y a pas de petites filles qui ont des IVG? Je peux vous dire que dans les rapports de la commission d'évaluation que je préside depuis 6 ans, l'avortement, l'âge le plus bas pour l'avortement, c'est 10 ans. 10 ans. Donc en Belgique, c'est un viol. Et je me demande ce qu'on fait pour visibiliser ça et empêcher ça. Il faut l'éducation sexuelle et il faut un meilleur accès et une meilleure information. Clairement, c'est aussi notre passé judéo-chrétien et d'État religieux et catholique ici en Belgique. Sylvie Losberg, raison pour laquelle la laïcité prône chacun peut pratiquer sa religion dans son privé. Ça ne regarde que lui, mais ne pas en imposer à la société des lois ou des directives. Un mot évidemment, ce week-end, le pape est chez nous en Belgique. Ça vous fait réagir? Ça, il y a encore bon voilà, ça s'ouvre à quelque chose. Écoutez, très clairement, les droits fondamentaux sont des droits qui ont été gagnés grâce à la sécularisation de l'État. Certainement pas grâce aux religions, ni à Napoléon qui avait fait le Concordat. Et ce que l'on voit avec le pape, il n'est pas mieux que les précédents. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'avortement, c'est un tueur à gages. Donc quand vous recourez à l'avortement, c'est comme vous mettez le médecin dans le rôle du tueur à gages. Écoutez, il faut quand même un peu arrêter de délirer, hein, parce que dans l'Église catholique, il faut aussi regarder ce qui se passait avec les nonnes qu'on a avortées de force, etc. Il faut voir les abus sexuels sur les enfants qui donnent aussi lieu certainement à des gros problèmes de santé chez les garçons ou éventuellement des grossesses chez les petites filles. Donc qui est-il pour venir nous dire ça, en fait, hein? Et je n'ai pas de problème avec les croyances, avec les religions. Mais les femmes catholiques, hein, elles avortent autant que les autres. Et elles ont bien raison. Parce qu'en fait, elles vivent leur foi comme elles veulent. Et elles ne sont pas là pour se soumettre à l'autorité de quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est. Donc voilà. Merci beaucoup Sylvie Losberg. Ce dernier coup de gueule. Mais vous avez bien raison. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que ça change, quoi. Voilà. Oui, parce qu'ils ont tendance à nous perturber, nous dire voilà, l'homosexualité, maintenant on peut, mais on oublie les gros dossiers bien lourds derrière. Merci d'avoir été là. Bon, le combat continue, comme je vous entends. Merci. On ne relâche pas l'effort. Merci pour votre invitation, Catherine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, d'avoir fait le choix de nous suivre. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.